All right. Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Je parle un peu fort, hein? Je suis un peu trop excité. All right, c'est super. Donc, nous sommes très contents d'être ici avec vous et nous vous remercions de vous être déplacés en si grand nombre pour notre conférence intitulée It's All Connected, richesse et complexité du récit dans l'univers cinématographique de Marvel. Alors, je me présente, mon nom est Philippe Gauthier, je suis ingénieur de formation et j'ai fait mes études en cinéma à l'Université de Montréal et mon postdoctorat à Harvard University, croyez-le ou non, avec ma face. J'enseigne maintenant à l'Université d'Ottawa. Bonjour, pour ma part, je m'appelle Olivier Trottier, j'ai aussi étudié en ingénierie et je travaille comme data scientist. Certains se rappelleront peut-être de nous. L'année dernière, ici même au Comic-Con de Québec, nous avions présenté une conférence sur le voyage dans le temps et les paradoxes temporels. Est-ce que, à main levée, qui parmi vous y était? Good! Bien, on espère que vous allez aimer notre nouvelle présentation encore plus cette année. On a décidé de parler de l'univers cinématographique de Marvel parce qu'on est tous les deux des passionnés d'histoire, de cinéma et d'histoire complexe. Ceux qui étaient présents à notre conférence l'année passée, ils peuvent être d'accord. Vous allez sûrement dire, par exemple, ben voyons, des films de super-héros, il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est super simple, c'est pour les enfants, c'est pas une histoire complexe. Mais oui, en fait, l'histoire, elle peut être simple en surface, c'est facilement appréciable par à peu près tout le monde, on n'est pas obligé de se forcer le cerveau, mais sous cette couverture parfois simpliste se cachent plusieurs niveaux de complexité narrative et d'interconnexion. Juste pour vous montrer un exemple, on a trouvé ce graphique des interrelations entre les différents personnages à travers les films du MCU. On pourrait rentrer dans le détail de tous les films, de tous les liens entre tous les personnages, de parler des easter eggs, de toutes sortes. On aimerait bien ça, mais on devrait passer à peu près tout le week-end ici avec vous. Donc, on a choisi de se concentrer plus principalement sur deux personnages qui, selon nous, sont les deux personnages les plus importants de tout l'univers cinématographique de Marvel. C'est en fait le noyau du MCU. On parle ici de Tony Stark, a.k.a. Iron Man, et Steve Rogers, a.k.a. Captain America. Nous allons donc commencer nous concentrer sur les 8 films en fait, dans lesquels ils apparaissent, soit individuellement ou soit ensemble, c'est-à-dire Iron Man 1, 2, 3, les 3 Captain America et les 2 films Avengers. À main levée, qui a vu tous les films? Good. Plus que... Encore mieux. On a choisi d'ignorer les autres films et les autres personnages pour cette présentation. Le MCU, comme je disais, est tellement vaste et riche que vous aurez peut-être la chance de voir une autre de nos conférences dans les prochaines années sur un autre sujet un autre sujet différent du MCU. Parce que là, avec tous les films qui annoncent encore, puis Infinity War, ça va juste s'ajouter à ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Bien entendu, on assume, ben là, on a vu que vous avez à peu près tous vu les films, parce qu'on va parler en détail des films, il va y avoir beaucoup de spoilers. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer. Bon, faut avouer que c'était bon ce bout-là dans le film, hein? Avouez que c'était assez spectaculaire de voir nos deux héros préférés se battre comme ça. Mais au-delà de ce spectacle, cette histoire résonne également d'un point de vue émotionnel. Et ce pour deux grandes raisons. Que vous n'avez peut-être pas en fait vu du premier coup, mais que votre subconscient a sûrement assimilé. La première raison est la similarité du parcours individuel, dis-je, de nos deux héros dans leur premier film solo, que nous allons voir. Et la deuxième raison, au-delà de cette similarité, ce sont les différences idéologiques profondes qui évoluent tout au long des différents films pour mener à cette confrontation finale que nous venons tout juste de voir. Alors, pour comprendre leur arc individuel, nous devons d'abord expliquer le parcours du héros. On ne peut pas parler du parcours du héros sans parler de Joseph Campbell. Son concept de monomythe fait référence à la théorie selon laquelle toutes les formes narratives mythiques sont en fait des variations d'une même histoire. En effet, dans son livre « Le héros aux 1001 visages », Campbell propose que les principaux mythes présents à travers le monde, certains vieux de milliers d'années, partagent la même structure fondamentale qu'il nomme monomythe. Il base cette théorie sur les ressemblances des éléments narratifs qui se retrouvent dans la majorité des grands récits, peu importe leur origine ou leur époque. Donc, dans sa conception du monomythe, Campbell décrit un parcours qui comprend un certain nombre d'étapes.
Le héros débute dans un monde ordinaire et reçoit un appel à entrer dans un monde insolite, un appel à l'aventure. S'il accepte d'y entrer, le héros doit faire face à des épreuves. Il est souvent aidé par un guide, c'est-à-dire un mentor. Au point culminant de l'aventure, le héros doit survivre à un défi impitoyable, souvent grâce à l'aide des pouvoirs gagnés au cours de son parcours. Si le héros survit, habituellement il survit, il acquiert un grand don qui se traduit souvent par une importante découverte de soi. La théorie de Campbell est très complexe, mais étant donné le temps que nous avons, c'est-à-dire 45 minutes, nous allons nous concentrer sur les 6 étapes les plus importantes que nous avons identifiées. Et ces étapes peuvent être organisées en 3 sections. Alors, dans la première section, nous avons identifié 2 étapes clés. La situation initiale, dans laquelle le protagoniste vit une existence régulière, mais qui n'est pas pleinement satisfaisante. Ensuite, la deuxième étape, conflit. Cette vie ordinaire n'est toutefois justement pas sans conflit. Le héros doit faire face à des difficultés. Deuxième section, nous avons identifié 2 autres étapes. Le mentor, qui est une personne habituellement plus âgée et plus sage que le héros. C'est lui qui le fait réfléchir sur le type de personne qu'il est réellement et qui ouvre en lui les motivations de changer, de devenir quelqu'un de meilleur. Ensuite, on a le point tournant, au numéro 4, qui est souvent accompagné de la mort du mentor. La partie triste, habituellement. Ce qui pousse le héros à accepter le chemin devant lui. On se rappelle tous de la mort de Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Spoiler alert. Ouais. Merci. Dernière section est celle dans laquelle le héros accepte sa destinée et ses pouvoirs. Le climax, c'est le moment où le héros doit faire face aux forces du mal, aider des pouvoirs acquis lors de son parcours. C'est le point culminant de l'aventure. Et finalement, la résolution est l'étape où le héros boucle son parcours. C'est le retour à la vie normale. Il est changé pour le mieux et a fait une différence positive dans le monde qui l'entoure. Et ces étapes se retrouvent dans un grand nombre des histoires, principalement des films de science-fiction, d'aventure ou de fantasy, des films connus et sûrement aimés de tous. Et pour cette présentation, nous avons fait ressortir ce parcours dans les premiers films de nos héros respectifs, soit Iron Man et Captain America The First Avengers. Nous allons donc débuter avec le parcours de Tony Stark. Au début du film Iron Man, Tony Stark est l'incarnation même du génie milliardaire, playboy, philanthrope, comme il aime dire. Quelqu'un qui a un ego gigantesque, il ne se prive d'aucun plaisir, il accorde très peu d'importance aux autres. Il est aussi fils de parents riches. Son père était le légendaire Howard Stark, lui aussi doté d'une grande intelligence, d'un ego sans bornes et d'un talent unique d'inventeur. C'est un héros qui a contribué à la victoire des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et par contre, lors de la mort de ses parents, dans un tragique accident de voiture lorsqu'il était adolescent, Tony a été laissé à lui-même. Il a hérité de la compagnie de son père et de la fortune, la compagnie Stark Industries, une compagnie qui construit et vend des armes pour l'armée, des armes à la fine pointe de la technologie. Tony est quand même conscient du côté un peu moralement gris de sa profession, mais il justifie ses actions en se disant que pour avoir la paix, il faut simplement avoir un plus gros bâton que son adversaire, comme disait son père. Par contre, son monde chavire complètement lors d'une démonstration d'un nouveau missile qu'il fait en Afghanistan, alors qu'il est kidnappé par des terroristes. Les terroristes veulent que Tony reproduise le missile qu'il a inventé pour pouvoir eux-mêmes oppresser la population locale. Pendant le kidnappage, Tony est gravement blessé par ses propres armes. Il survit quand même à cause d'un électroaimant placé dans sa poitrine, je pense que tout le monde le sait. L'électroaimant empêche les fragments de bombe d'atteindre son cœur. Cet électroaimant a été construit par un certain Yinsen, qui prend le rôle de mentor pour Tony. Yinsen est aussi un autre scientifique qui est détenu par les terroristes. Yinsen mentionne avoir déjà rencontré Tony à une conférence en Suisse en 1999, mais Tony n'en a pas vraiment souvenir parce qu'il était complètement sous. On voit d'ailleurs cette rencontre-là au début de Iron Man 3. Yinsen mentionne que les armes de Tony sont utilisées par les terroristes, que le monde va simplement se souvenir de Tony comme d'un meurtrier, d'un pourvoyeur de mort. Yinsen fait aussi réaliser à Tony que la seule façon de survivre, une fois qu'il va avoir fait ce que les terroristes veulent qu'il fasse, c'est de s'évader. Donc, au lieu de travailler sur le missile, Tony décide plutôt de développer une armure en métal en cachette. Et lors de son évasion, Yinsen se fait malheureusement tuer. Mais par contre, il rappelle, dans ses derniers instants, il rappelle à Tony de ne pas gâcher sa vie. Tony s'évade ensuite en faisant exploser le camp de terroristes. À son retour aux États-Unis, par exemple, Tony décide de changer complètement la vocation de sa compagnie et de cesser de produire des armes.
Tony se met immédiatement au travail pour construire une nouvelle version améliorée de son armure. Il travaille sans relâche, ça devient une obsession pour lui. Il est aussi surpris d'apprendre, par exemple, un peu plus tard, que ces armes sont encore utilisées par les terroristes. Alors il décide lui-même de prendre sur lui et d'aller détruire ces armes-là et d'aller détruire le camp de terroristes en enfreignant un peu les lois internationales, mais ça ne lui dérange pas. Et aussi, lorsque finalement Tony réalise que c'est Obadiah Stane, son ancien associé de son père et son associé actuel, c'est lui qui vend les armes aux terroristes. Alors Tony décide de l'arrêter à tout prix, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Stane a aussi construit une armure similaire à celle de Tony. Donc, il y a un gros combat qui s'ensuit. Après la victoire contre Obadiah Stane, le film se termine alors que l'ego de Tony prend le dessus en conférence de presse et assume publiquement le rôle de Iron Man fièrement. De son côté, Steve Rogers a aussi perdu ses parents en bas âge, son père à la guerre et sa mère par la maladie. Il est maigrichon, mais il a le cœur sur la main. En plus d'être rachitique, Steve souffre de presque toutes les maladies inimaginables. Cette situation l'empêche de joindre l'armée pour combattre les nazis en Europe. Steve vient d'un milieu modeste, contrairement à Tony, donc il a été laissé à lui-même. Heureusement, il a son ami Bucky, que Steve admire beaucoup. Il aimerait bien être comme lui et pouvoir aller défendre son pays. Steve est toujours prêt à défendre ses principes, à se tenir debout pour les plus faibles, même lorsque Bucky n'est pas là. Il se fait donc continuellement intimider. C'est pourquoi il aimerait être grand et fort comme Bucky. Il se fait sélectionner par le Dr. Erskine, qui deviendra son mentor afin de participer à un programme spécial de l'armée. Il est beaucoup moins grand et fort que les autres, mais il possède d'autres qualités. Erskine rappelle à Steve qu'il a été sélectionné pour sa force de caractère et pour le fait que c'est une bonne personne. Il lui dit que le sérum rend le bon encore meilleur et le mauvais encore pire. L'expérience sous la supervision d'Howard Stark, alors qu'il était jeune et sans enfant, est un succès et Steve ressort de la machine grand et musclé. Cependant, un espion nazi était présent et tue le Dr. Erskine plutôt. Steve part à la poursuite du tueur, le rattrape, mais celui-ci s'enlève la vie avant de parler. Steve est ensuite utilisé plutôt par l'armée pour divertir les troupes dans des numéros musicaux humoristiques, des films de propagande pour l'armée. Il se sent sous-utilisé et aimerait mieux combattre l'ennemi. Le véritable point tournant pour Steve se produit lorsqu'il apprend que son ami Bucky se fait prendre prisonnier par l'ennemi et qu'aucune mission de sauvetage n'est prévue. Il décide finalement de prendre les choses en main. Steve parvient à sauver à lui seul Bucky et tous les soldats qui étaient emprisonnés avec lui. C'est alors qu'il assume pleinement son rôle de Captain America. Il est aidé d'Howard Stark et qui lui fournit justement son bouclier légendaire. Avec Bucky et d'autres soldats, il décide d'aller détruire la base de Red Skull, le méchant général nazi. Et pendant l'attaque, Bucky tombe en bas du train et Steve le croit mort. Déterminé à en finir, Steve monte dans l'avion de Red Skull pour la confrontation finale. Après sa victoire, Steve réalise qu'il ne peut détourner l'avion qui se dirige droit vers New York et dans un geste ultime de don de soi, il décide de se sacrifier en faisant écraser l'avion dans l'Arctique. Lorsqu'il est retrouvé congelé en 2012, il réalise qu'il a perdu tous les gens proches de lui, incluant Bucky et Peggy. Donc, comme nous venons de le voir, les histoires de Tony et de Steve, qui sont à première vue très différentes, suivent malgré tout une structure narrative assez similaire. Au début, tous les deux ne sont pas à leur plein potentiel. Steve est limité par ses capacités et Tony, malgré l'argent et les femmes, mène une vie moralement discutable. Les deux subissent également des conflits. Steve comme souffre-douleur dans sa vie de tous les jours et Tony lorsqu'il se fait kidnapper par les terroristes. C'est à ce moment qu'ils rencontrent leur mentor. Dans les deux films, les mentors ont eux aussi beaucoup de points communs. Ils sont tous deux plus âgés, ils ont plus d'expérience de vie, ce qui leur permet de bien guider le héros vers le bon chemin à prendre. Puisqu'on est dans un origin story de film de super-héros dans les deux cas, c'est un peu attendu que le point tournant soit l'acquisition de leur pouvoir. Pour Tony, c'est la détermination de prendre sa vie en main et de s'échapper des terroristes à l'aide d'une armure de son invention. Pour Steve, il lui faut plus que le sérum, que l'injection de sérum plutôt. C'est lorsqu'il va sauver son ami Bucky qu'il s'assume pleinement en tant que Capitaine America.
Et je le répète, ce sont des films de super-héros, alors c'est entendu que le climax soit la bataille de la fin, entre guillemets, avec le méchant, avec le gros méchant. Donc une chose intéressante que l'on remarque dans plusieurs films de Marvel, c'est que le méchant a des pouvoirs similaires aux héros. Puissant général nazi super-humain pour Steve, pour Steve, et du côté de Tony, un associé de son père dans une armure similaire à celle de Tony. Donc, c'est un outil narratif qui permet de contraster les héros et de bien démontrer leurs pouvoirs respectifs. Finalement, la résolution, leurs motivations initiales sont combinées à leurs nouveaux pouvoirs. Ils retournent à la vie normale, mais changés pour le mieux. Donc, ce qui fait la beauté d'un univers cinématographique comme celui de Marvel, c'est la possibilité de pouvoir poursuivre ces arcs de personnages et de les faire interagir ensemble dans d'autres films. C'est ce qu'on nomme la sérialité du récit, c'est-à-dire la diffusion en plusieurs fragments d'un récit complexe. Nous allons maintenant parler des différences, parce que nous croyons que ce sont ces différences entre les deux personnages qui créent vraiment la richesse du récit entre Tony et Steve. Plus précisément, nous allons voir comment leurs motivations sont mises en contraste lorsqu'ils se rencontrent et interagissent. Ensuite, nous verrons comment leur vision bien différente de l'autorité se heurte et évolue au cours des films pour finalement mener à un revirement complet. Finalement, nous allons voir comment ces changements sont soutenus par la présence d'une figure importante, d'un être cher dans leur vie. Ces contrastes se développent et s'exacerbent tout au long des films et des épreuves qu'ils rencontrent. Ces conflits idéologiques deviennent personnels, ce qui amène finalement à leur confrontation finale et inévitable dans le film Civil War. Donc, pour commencer, la motivation d'un personnage de fiction joue habituellement un rôle important dans son parcours de héros. C'est le moteur qui pousse à aller de l'avant. La motivation peut prendre souvent plusieurs formes et c'est le fil conducteur du parcours émotionnel du héros. En effet, ce qui motive Tony tout le long de son parcours dans le premier film, c'est l'ego, c'est-à-dire son orgueil personnel. C'est vrai au début avec sa vie de playboy milliardaire, c'est vrai aussi à la fin lorsqu'il assume pleinement le rôle de Iron Man en son nom personnel. Sa préoccupation concernant ce qu'il va laisser comme héritage, son legacy, si on peut dire, l'image de son nom, de sa marque, sont le point central de sa motivation. Lorsqu'il voit que les terroristes voient en lui un héros meurtrier, sa perception de son legacy change. En effet, dans Iron Man 2, lors du Stark Expo, on voit qu'il veut activement changer son legacy, qu'il veut laisser une marque plus positive sur le monde. Il veut utiliser son ego pour le bien de l'humanité et non pas pour son plaisir personnel. Et toujours dans Iron Man 2, son ego le pousse à prendre la responsabilité de Peace Through Technology, la paix via la technologie, qui était le rêve de son père. Mais aussi dans Iron Man 2, l'orgueil de Tony est à son maximum lorsqu'il passe devant le Sénat. Le gouvernement veut s'approprier l'armure d'Iron Man, mais Tony refuse, argumentant qu'il est le seul à pouvoir protéger le monde, que l'armure et lui ne font qu'un. Et à la fin d'Iron Man 2, Nick Fury donne des enregistrements vidéo perdus de son père, dans lesquels on voit que Howard avait des rêves bien plus grands que simplement vendre des armes. Entre autres, le rêve de l'énergie renouvelable. En effet, le film Avengers commence justement avec Tony qui est en train de travailler sur une version plus grosse de son Arc Reactor qui permet de faire de l'énergie renouvelable pour la Stark Tower. On voit aussi dans le film que son orgueil est quand même toujours présent. Tony reste la personne la plus importante dans la vie de Tony. À la fin du film Avengers, l'invasion extraterrestre affecte grandement Tony. Il commence à ce moment-là à réaliser qu'il ne peut pas à lui seul assurer la paix de toute la planète contre des menaces aussi puissantes que ce qu'il vient de voir. Dans Iron Man 3, ça traite très bien de ce revirement un peu chez Tony. On voit qu'il est beaucoup moins confiant en lui. C'est pour cette raison qu'il construit une multitude d'armures pour parer à toutes les éventualités, toutes les situations possibles. Mais tout au long du film, Tony apprend toutefois à se débrouiller sans l'aide de ses armures lorsque sa maison se fait détruire. Puis le film se termine avec un Tony qui est plus confiant en lui en tant qu'humain, et non pas confiant en son argent, ou son nom, ou son armure. À la fin du film, ça finit un peu comme le premier film, il dit « I am Iron Man », mais ça résonne différemment que celui du premier film, c'est plus personnel. Ensuite, dans Age of Ultron, Tony a des visions apocalyptiques du futur dans lequel il se voit responsable de la fin du monde. Ses craintes en sa capacité de défendre la planète sont au maximum, son ego est pas mal ébranlé. C'est pourquoi il dit qu'il veut construire une armure autour du monde. C'est ce qu'il explique à Bruce Banner. C'est la raison pourquoi il invente Ultron, l'intelligence artificielle.
Mais son héritage, son legacy reviennent aussi un peu plus tard lorsque Tony discute avec Nick Fury. Il perçoit que les visions du futur qu'il a eues sont inévitables et sont de sa faute. Finalement, dans Civil War, après les événements de Sokovia, Tony est confronté directement par les conséquences de ses actes et la mort de plusieurs civils. Il se sent responsable, mais il ne veut plus porter la responsabilité de la paix dans le monde sur ses épaules. C'est pourquoi il décide de s'en remettre finalement à la supervision du gouvernement avec les accords. Un petit détail intéressant ici de mentionner, c'est que les motivations de Tony et Steve sont réitérées directement par leur mentor juste avant leur mort. Ce qui ramène le héros à ses sources. Les deux phrases qu'on voit à l'écran, ça représente en gros le parcours complet de chacun des héros. Tony doit remettre en question sa vie et choisir ce qu'il veut faire, ce qu'il veut laisser comme marque sur le monde. Pour Steve, il ne doit pas oublier qui il est, ne pas être le soldat parfait qui écoute aveuglément les heures, mais plutôt faire ce qu'il croit bon en dedans de lui. De son côté, le parcours de Steve est motivé principalement par le don de soi, le besoin de se sacrifier pour les autres, de se lever contre ceux qui intimident les plus faibles. À la fin du premier film, il fait l'ultime sacrifice pour sauver le monde en s'écrasant avec l'avion nazi qui se dirigeait vers New York. Steve aimerait bien avoir le pouvoir de ses ambitions, de pouvoir aider les autres et défendre son pays, mais il est systématiquement refusé chaque fois qu'il tente sa chance pour l'armée. Ce don de soi est flagrant lorsqu'il se lance sans se poser de questions sur la fausse grenade lancée par son colonel dans le but de protéger les membres de son unité, ceux-là même qui l'intimident parfois. Après sa transformation et la mort du Dr. Hodgkin, quelle est la première chose que Steve fait? Il part à la course sans hésiter, pieds nus, dans les rues de New York pour attraper le tueur, et ce, même s'il n'est pas armé. Il utilise une portière de taxi pour se défendre. Un petit clin d'œil ici prémonitoire à son fameux bouclier. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la ligne entre le bien et le mal était très claire. Les nazis représentaient le mal ultime, il n'y avait pas de zone grise, il était facile pour Steve de défendre la bonne cause. Une fois décongelé en 2012, Steve croit encore que le monde est en noir et blanc, que le monde est soit bon, soit mauvais. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Par exemple, dans Avengers, Steve est choqué d'apprendre que Tony espionne S.H.I.E.L.D., supposément leur allié. Steve voudrait plutôt se concentrer sur la menace que représente Loki, encore une fois, défendre la bonne cause. Steve a de la difficulté, encore une fois, à s'adapter à la complexité du 21e siècle. Et cette difficulté à s'adapter au monde moderne est justement au centre du film Winter Soldier. Steve fait face à un gouvernement invasif qui veut éliminer ses ennemis de façon préventive, et Steve n'est pas tout à fait à l'aise avec ça. Donc, lorsqu'il discute plus tard avec Peggy, il lui fait part justement de ses inquiétudes et de sa difficulté à discerner le bien et le mal dans ce nouveau monde. Lorsqu'Hydra se révèle au sein du gouvernement et que Fury se fait assassiner, entre guillemets, Steve réalise qu'il ne peut pas se fier au gouvernement pour être sa boussole morale, comme dans les années 40, et qu'il doit faire attention à qui il fait confiance. Il réalise que faire la bonne chose ne veut pas toujours dire respecter la loi. Il découvre donc la vie de fugitif. Puisque sa motivation principale est d'aider les autres, rappelons-le, Steve n'a pas le temps de penser à lui, et justement dans Age of Ultron, Steve réalise qu'il n'a pas vraiment de chez lui, puisqu'il pense trop aux autres. Si Tony est la personne la plus importante dans la vie de Tony, eh bien, les autres personnes sont les personnes les plus importantes dans la vie de Steve. Et après les événements de Winter Soldier, Steve refuse de faire aveuglément confiance au gouvernement en signant les accords de Sokovia. Et il juge qu'il est la meilleure personne pour décider quand et pourquoi aider les autres. Et à la fin de Civil War, Steve assume pleinement que la notion de bien et de mal ne peut pas venir de personne d'autre que lui. Contre tout le monde, il décide de sauver son ami Bucky, qu'il sait innocent, et d'arrêter le Dr. Zemo avant qu'il libère les autres assassins du programme Winter Soldier, même si cela veut dire devenir hors la loi. Ce qui nous amène directement à leur relation envers l'autorité. Nous allons voir comment cette relation débute à des points complètement opposés pour nos deux héros, soit rebelle pour Tony et plus obéissant pour Steve. Cette relation avec l'autorité subit toutefois un revirement complet tout au long des films pour terminer dans Civil War, encore diamétralement opposés un à l'autre, mais aussi complètement opposés à leur perception initiale de la réalité, la perception initiale qu'ils avaient dans les premiers films.
Au cours des premiers films, on voit un Tony Stark qui est rebelle, qui fait juste à sa tête. À temps perdu, il travaille sur un hot rod, symbole de l'affront de l'autorité. Il ne se présente pas à une cérémonie donnée en son nom, il préfère plutôt aller jouer au casino. Il y a très peu de considération pour les gens qui l'entourent. Par exemple, il oublie systématiquement la fête de Pepper. Il y a aussi très peu de respect pour l'autorité et les lois en général. On voit qu'il mange des beignes dans le gros donut dans Iron Man 2. Aussi dans Iron Man 2, il fait directement affront au gouvernement qui veut prendre possession de son armure. Il dit directement au sénateur Stern que de donner l'armure au gouvernement serait similaire à de l'esclavage, voire de la prostitution. Il dit que l'armure et lui ne font qu'un. Et c'est une bonne chose parce qu'on réalise dans Winter Soldier que le sénateur était membre de Hydra. Ce qui veut dire que l'armure se serait retrouvée entre leurs mains. Comme des fois, le côté rebelle, ça peut avoir du bon. Le côté rebelle est encore réitéré dans Avengers avec une discussion avec Steve. Steve voulant que Tony se concentre sur la mission, mais pour sa part, Tony préfère faire à sa tête. Suivre les ordres n'est pas vraiment son style. Par contre, après avoir frôlé la mort en sauvant le monde à la fin des Avengers, son tempérament s'assagit quelque peu. Il se met à douter de sa capacité à protéger le monde. Ce doute lui donne un syndrome post-traumatique très présent dans Iron Man 3. Ensuite, dans Age of Ultron, Tony est rendu au point où il cherche la paix plutôt que la confrontation. C'est pourquoi qu'il crée Ultron en cachette, en pensant faire la bonne chose et protéger la planète de dangers futurs. Mais au contraire, il libère sur le monde une menace qu'il n'avait pas prévue. Tony réalise ensuite que toujours faire à sa tête peut mener à des conséquences désastreuses, comme il vient de voir. Et finalement, dans Civil War, Tony est enfin confronté aux conséquences de ses actes et que lui seul ne peut pas être en contrôle de tout. Après la destruction de Sokovia par Ultron, il décide de s'en remettre complètement au gouvernement, chose qu'il n'aurait jamais faite dans Iron Man 1 ou 2. Son côté rebelle transitionne tranquillement vers une certaine obéissance. De son côté, Steve respecte l'autorité. Pas étonnant, il est fils de militaire et lui-même dans l'armée. Donc, il se tient toujours debout pour ce qu'il croit être juste. Ce qui donne pas toujours les résultats escomptés. Il ne remettait jamais en cause son obéissance à l'autorité puisqu'il a grandi à une époque, comme on l'a dit, où l'ennemi était très clair. En effet, qu'est-ce qu'il y a de plus evil que des nazis qui font partie de Hydra? C'est comme une inception de méchanceté. Dans Avengers, il est confronté au côté rebelle de Tony, ce qui lui ouvre les yeux sur les dangers justement de l'obéissance aveugle. Ce qui est confronté dans Winter Soldier alors que Steve réalise qu'il ne peut pas avoir une confiance aveugle dans les institutions gouvernementales comme dans son temps, lorsque Fury lui parle du projet Insight, le projet pour éliminer à l'avance des individus potentiellement dangereux. Steve est choqué d'apprendre que son gouvernement voit sa propre population comme un ennemi potentiel. Lorsque Hydra se révèle à l'intérieur de S.H.I.E.L.D., Steve décide alors de tenir tête à l'autorité et de faire ce qu'il croit bon. Dans Age of Ultron, Steve explique à Tony que de tenter d'éliminer un ennemi avant qu'il se manifeste peut coûter des vies innocentes. Et c'est exactement ce qu'il arrive lorsque Ultron détruit Sokovia. Dans Civil War, Steve refuse de signer les accords de Sokovia, ce qui le rendrait sous le contrôle total du gouvernement et limiterait justement sa capacité à faire le bon choix. Et lors d'un discours durant les funérailles de sa tante Peggy, Sharon Carter rappelle à Steve de manière voilée qu'il doit croire en lui et faire ce qu'il juge être la bonne action, même si les forces de l'ordre sont contre lui. Et un fait intéressant ici, comme vous voyez à l'écran, dans la série de bande dessinée Civil War, parue entre 2006 et 2007, ce même texte est justement livré par Steve lui-même. Et après les attentats aux Nations Unies, on sait que Bucky est innocent. Steve sait, et nous on le sait aussi, Steve sait que Bucky est innocent et sa décision de l'aider à tout prix fait de lui un criminel aux yeux de la loi. Et le coup en vaut la chandelle puisque, rappelons-le, Bucky est son meilleur ami et le seul vestige de son passé depuis le décès de Peggy. Ce qui nous amène directement à notre dernier sujet, qui est tout au long de leur histoire, à Tony et Steve, une figure importante et un être cher sert de guide et de repère dans leur vie. Pour Tony, cette figure est bien entendu son père, Howard Stark. Tout au long des films, la présence d'Howard se fait sentir sous la forme de flashbacks ou de films d'archives. Le souvenir qu'il garde de son père a une très grande importance pour lui, puisqu'il a beaucoup de regrets face à la relation qu'il avait avec son père.
ou plutôt la relation qu'il n'avait pas vraiment, parce qu'Howard était souvent absent et ne lui accordait que très peu d'attention. Tony croit vraiment que son père ne l'aimait pas. N'ayant jamais eu l'approbation officielle de son père, Tony suit aveuglément ses traces dans sa carrière et dans sa façon d'être. Ce sentiment change un peu dans Iron Man à la fin, alors que Tony exprime pour la première fois les regrets face à la mauvaise relation qu'il avait avec son père. Dans Iron Man 2, ensuite, il est encore convaincu que son père ne l'aimait pas, jusqu'à ce que Nick Fury lui donne une caisse contenant les vieux films de son père, dont Tony ne connaissait pas l'existence. Dans un de ses films, il apprend, contrairement à ce qu'il pensait, que son père l'aimait vraiment au final, qu'il voyait Tony comme sa plus grande création. Ensuite, dans Civil War, on voit un Tony moins orgueilleux, moins rebelle et plus mature. Il tente maintenant de faire la paix avec les sentiments qu'il avait envers son père. Via un système holographique développé pour traiter des problèmes psychologiques, il revit la dernière fois qu'il a vu son père et sa mère, en changeant un peu le dialogue pour montrer ce qu'il aurait vraiment voulu dire à son père. On dirait qu'il blâme plus vraiment son père pour la relation qu'il avait avec lui. Il prend la responsabilité sur lui de cette mauvaise relation. Mais tous ses efforts basculent toutefois à la fin lorsqu'il voit la vidéo de la mère de son père et il réalise que le véritable assassin est Bucky Barnes, le meilleur ami de Steve. Le parcours de Bucky est, très tumultueux. Prétendu mort en 1944, il est ensuite recruté par Hydra en Sibérie, brainwashé et entraîné contre son gré pour être un assassin. Et à la fin, il décide de se libérer de cette emprise pour retourner à la vie normale. Bonne chance. Dès les débuts, Bucky est toujours présent pour aider et supporter Steve. Il était une sorte de grand frère pour lui, disons. Et dans Winter Soldier, Steve découvre que l'assassin envoyé pour le tuer est en fait son meilleur ami, Bucky, qu'il croyait mort. Steve en fait sa mission de transformer la machine à tuer qui est devenue Bucky afin de retrouver son meilleur ami perdu. Steve est torturé de voir ce qu'il arrive à Bucky. Il ne peut pas le laisser dans cette situation. Bucky était toujours là pour Steve, et Steve tente de lui faire comprendre que c'est à son tour d'être là pour lui, de l'aider. Et c'est pour cette raison qu'à la fin de Winter Soldier, Steve refuse de l'affronter parce que il le voit toujours justement comme son meilleur ami. Et à la fin du générique de Winter Soldier, on y voit Bucky au musée qui tente d'en savoir plus sur sa vie avant qu'il ne devienne cet incroyable assassin. Et c'est ce Bucky que Steve retrouve justement dans Civil War. Bon, maintenant, on a toutes les pièces du casse-tête entre les mains. Malgré le fait que nous sommes en présence de parcours individuels similaires, une animosité est toujours présente entre Tony et Steve, que ce soit au niveau de leur motivation ou encore de leur vision de l'autorité, et même une friction en lien avec leur être cher. En effet, Tony a toujours voulu à son père d'aimer plus Steve que son propre fils. On se retrouve donc à la fin de Civil War, en Sibérie, sur le point de savoir ce qui est réellement arrivé le soir fatidique du 16 décembre 1991. C'est à ce moment que les 4 personnages qu'on a discutés se retrouvent pour la première fois au même endroit, au même moment. Tony, Steve, Bucky, qui voient ensemble la vidéo de Bucky sous l'emprise de Hydra, en train d'assassiner les parents de Tony. Tony est confronté directement à ses émotions envers Bucky, la haine s'empare de lui, et les 2 êtres chers sont maintenant le catalyseur du conflit ultime entre Tony et Steve. Tony se tourne alors vers Steve pour lui demander s'il savait. Steve hésite, mais savait bien que Tony était responsable des événements depuis le film Winter Soldier. Ceci est l'étincelle qui manquait finalement pour faire exploser la tension entre Tony et Steve. Et c'est à ce moment-là que le combat s'engage.
Bon. Là, avouez que c'est bien meilleur à cette heure, hein? Est-ce que vous croyez qu'on a atteint notre objectif aujourd'hui? Est-ce que vous allez sortir d'ici avec une plus grande appréciation, justement, de la richesse et de la complexité du récit dans l'univers cinématographique de Marvel? Ouais? Vous n'êtes pas sûr? OK. Donc, pour terminer, justement, nous allons vous laisser sur la fin du combat et on vous demanderait de porter une attention particulière pour essayer de voir comment vous pourriez interpréter à la fin du combat, en gardant en tête les points dont nous avons discuté aujourd'hui, c'est-à-dire la motivation de chacun des personnages, leur relation avec l'autorité, le bien ou le mal, ainsi que l'importance de l'être cher pour chacun de nos héros, et tenter de vous imaginer comment pourrait se poursuivre le parcours de Tony et de Steve dans les prochains films du MCU, où ils apparaîtront ensemble ou en solo. He's my friend. So was I. Stay down. Final warning. I can do this all day. That shield doesn't belong to you. You don't deserve it. My father made that shield. Donc, ça met fin à notre présentation. Merci énormément d'être venu nous voir. Est-ce que vous avez des questions?